Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission L'invité dans la rédaction. Aujourd'hui, la télévision Prestige a un grand honneur de recevoir notre grand fils de Thiès, dénommé M. Charles VI. Tout à l'heure, vous aurez l'occasion de mieux le connaître. M. VI, bonsoir et merci d'avoir répondu à notre invitation. Bonsoir, M. Bang. Aujourd'hui, donc, vous êtes l'invité de la rédaction au niveau de la télévision Prestige. Pour les téléspectateurs, on voudrait vraiment que vous reveniez un peu sur votre parcours scolaire, ensuite universitaire, etc. Académique, disons. Très bien. Voilà, je voudrais vous remercier, M. Bang, Merci. pour cette invitation, ainsi qu'à toute l'équipe de Thiès Prestige. Je voudrais déjà, à l'orée en tout cas de ce nouvel an musulman, souhaiter à toute la population sénégalaise vraiment la paix, la santé, l'épanouissement. Amen, merci. Et qu'il puisse y avoir un apaisement et un développement durable au Sénégal. Amen. Je voudrais également rappeler que j'ai fait mes études ici, à Thiès, notamment l'école primaire Daniel Bautier de Thiès. Ensuite, le collège Saint-Gabriel. Jusqu'en 1996, j'ai obtenu mon bac et j'ai intégré l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, notamment la faculté des sciences juridiques et politiques, où j'ai obtenu un diplôme d'études approfondies en droit de l'intégration économique en 2001. Et puis j'ai intégré ensuite l'école nationale d'administration en 2002. En 2002, oui. En 2002, et je suis sorti en 2004. Comme administrateur civil avec le brevet de l'ENA. Ok. J'ai également eu à obtenir d'autres diplômes, notamment un diplôme d'études supérieures spécialisées en gestion des ressources humaines à l'École nationale d'économie appliquée, mais aussi un Master 2 en gestion macroéconomique et administrative à la FASEG. Et j'ai également eu à obtenir des certificats délivrés par les institutions internationales, le FMI, la Banque mondiale, des structures également, en fait, de formation, d'encadrement dans le domaine administratif. Voilà. Ah, mais c'est un CV académique et universitaire assez riche. Mais en fait, peut-être que j'ai compris que ce vécu universitaire, ce parcours universitaire, vous a peut-être en même temps plongé dans un parcours politique, n'est-ce pas? Oui, le parcours politique, il est peut-être beaucoup plus connu quand j'ai eu certainement à intégrer l'équipe de Benno Bokk Yakaar à partir de 2017. Mais je rappelle également que, étant étudiant, j'étais porte-parole des étudiants de l'opposition. Oui. Lors de l'alternance de 2000, de 2000 déjà. L'alternance démocratique au Sénégal. Oui, absolument. Et nous avons eu, en tout cas, avec des acteurs de premier plan. C'est par la suite, lors de mon entrée... Quand vous dites acteurs de premier plan, ça veut dire quoi? Voilà, acteurs de premier plan, c'est que nous étions vraiment de plein pied dans la lutte pour l'alternance en 2000. Je jouais un rôle de premier plan parce que j'étais porte-parole des étudiants de l'opposition à travers l'Alliance nationale des élèves étudiants pour le progrès. C'est important. Sur le FAL 2000. Et lorsque l'alternance est survenue, nous sommes restés au gouvernement pendant quelques temps. Et par la suite, j'ai intégré le CPC, le Cercle permanent de concertation de l'opposition. Absolument. Toujours avec le statut de porte-parole des étudiants et des jeunes. Bon, par la suite, après mon entrée à l'École nationale d'administration et à l'issue également en fait, du démarrage de l'année académique, j'étais obligé de suspendre mes engagements politiques. Bien sûr. Pour mieux me concentrer sur vraiment la formation. Donc, à la sortie, je n'ai pas pu continuer cet engagement politique du fait un peu de mon parcours professionnel, des exigences qui étaient relatives. Absolument. Voilà, donc j'ai repris les activités politiques, à vrai dire, à partir de 2017, avec la mise sur pied de notre mouvement, à l'époque dénommé
mouvement Solidarité Citoyenne. Oui. Qui a eu à intégrer ensuite, disons, la coalition Benno Bokk Yakaar. Très bien. Et tout à l'heure, vous avez évoqué en filigrane donc votre parcours professionnel, qui a été un parcours quand même assez riche. J'aimerais quand même pour que les Sénégalais et les Thiessois, pour qu'ils vous connaissent mieux, aient un peu une idée de votre parcours administratif. Où est-ce que vous êtes passé? Parce que nous savons que votre dernière, en tout cas au niveau de l'administration, le dernier poste occupé, c'est en tant que directeur de la solde. Mais je suppose qu'avant cela, vous avez eu à passer par d'autres stades. Voilà, à ma sortie de l'école nationale d'administration en 2004, j'ai été affecté au ministère de l'Intérieur et des collectivités locales, où j'étais le chef de la division des études et des réformes. Okay. L'objectif était pour ce poste, en fait, de mettre en place la réforme de la décentralisation des collectivités locales, à travers également, en fait, des modifications approfondies sur le cadre juridique, technique, financier et des ressources humaines des collectivités locales. J'ai à ce titre eu à participer également à la mise en œuvre d'un des plus grands, en tout cas, programmes de l'histoire des collectivités locales, le programme national de développement local. Oui, PDL. Voilà. Donc, par la suite, j'ai été affecté au ministère des Finances en septembre 2006, où pendant quelques temps, j'ai été sectoriel, chargé du suivi des budgets ministériels, des budgets programmes, des programmes également de politique publique ministérielle. Et en juillet 2007, à la faveur également, en fait, disons, d'un réaménagement administratif et politique, j'ai été nommé chef de la division des recettes, des lois de règlement et des établissements publics. Okay. J'ai duré à ce poste parce que j'ai fait 7 ans à ce poste. Pourquoi? Parce qu'il y avait un défi majeur que le gouvernement du Sénégal avait engagé, c'était l'appurement du retard des comptes de l'État. Ok. Alors nous avons eu pendant ce temps que j'ai mis au niveau de la division à apurer l'intégralité des retards de comptes de l'État. De l'État du Sénégal. Et nous l'avons fait à 3 ans et j'ai eu l'honneur de diriger cette équipe en rapport avec la Cour des comptes, mais en rapport également avec l'Assemblée nationale. Bien sûr. Alors nous avons également, durant cette période, en dehors de cet apurement des comptes de l'État, disons, à réformer la gestion financière des universités et des établissements publics. Pour la gestion financière des universités, c'était avec un programme de la Banque mondiale qui a eu en tout cas à être mis en place au niveau de l'État, et c'est un programme très important, un programme de financement axé sur les résultats, un programme qui était, après le tour APH, le deuxième plus gros portefeuille de la Banque mondiale. Voilà, en termes de volume. De volume, absolument, bien sûr. Et c'est un programme qui nous a permis, en tout cas, d'améliorer sensiblement le cadre budgétaire et financier, disons, des universités. Absolument. À la suite de la fin de mission, à ce poste de chef de la division des recettes et des lois de règlement, où je rappelle également que j'étais, disons, le responsable, disons, du sous-groupe finance publique qui était chargé de projeter chaque année, pendant 7 ans, les prévisions de recettes de l'État. Les prévisions de recettes à recouvrer, mais également, disons, les objectifs qui les adossaient. Absolument. Sur lesquels, en tout cas, ces recettes étaient adossées. Mais également la revue des secteurs pourvoyeurs de ces recettes. Alors, c'était également un exercice assez difficile où, avec l'ensemble des services de recettes de l'État, l'ensemble également des services de planification, il fallait dresser, en tout cas, les probabilités, mais aussi le caractère réaliste des projections de recettes de l'État. Absolument. Donc, j'ai quitté ce poste, disons, en 2014 pour intégrer un projet de la Banque mondiale, un projet qui était chargé, disons, de la mise en place d'un nouveau système intégré de gestion de l'information financière, où j'étais l'expert budgétaire chargé de la confection, de l'établissement des processus budgétaires, disons, qui étaient
qui sont nés à la suite de la mise en œuvre de l'application des nouvelles directives de l'UEMOA. Absolument. Parce que les nouvelles directives de l'UEMOA, en 2009, qui ont été internalisées progressivement, avaient généré de nouveaux processus budgétaires. Bien sûr. Et il fallait décrire ces nouveaux processus budgétaires, identifier les acteurs, identifier également leur rôle, leurs tâches, les interrelations, et ensuite surtout en fait former les acteurs pour qu'ils puissent se familiariser à ces nouveaux processus. Absolument, bien sûr. Et tout ceci devrait après être intégré dans un logiciel de gestion intégrée de l'information financière. Ok. Alors ce logiciel de gestion intégrée de l'information financière, on l'a appelé SIGIF, Système intégré de gestion de l'information financière, qui devait rassembler dans un même environnement, en tout cas logiciel, disons, les cœurs de métier budgétaires et comptables. Absolument. Et également tous les autres métiers qui gravitent autour des finances publiques. Donc, nous avons eu à assumer ce rôle pendant quelques temps, jusqu'en juin 2015. Et par la suite, j'ai été nommé directeur de l'informatique de la Direction générale des finances. Mais toujours avec, disons, la même préoccupation, l'adaptation, disons, des outils logiciels aux nouvelles directives de l'UEMOA. Parce que j'étais chargé de la mise en place de cette nouvelle direction qui avait été créée, mais également de l'adaptation du logiciel existant, système intégré de gestion de l'information financière publique, disons, aux nouvelles directives de l'UEMOA. Donc nous avons mis en place la direction, nous avons également réussi, en fait, grâce au concours de l'ensemble des départements ministériels, des acteurs, également, en fait, des partenaires financiers, mais aussi des autres, vraiment, figures qui sont indispensables, n'est-ce pas, à cette cohorte, en tout cas, disons, de réforme. Nous avons quand même réussi à atteindre l'objectif avant l'entrée en vigueur des nouvelles directives de l'UEMOA. À partir, disons, de septembre 2016, le système existant était déjà adapté aux nouvelles directives de l'UEMOA, donc était prêt à être utilisé. Absolument. Donc nous avons, après, soit constaté qu'il y a eu un report du fait qu'il y avait peut-être d'autres conditionnalités bien sûr. qui n'étaient pas peut-être remplies, mais nous avons pu quand même, en tout cas, convenablement exécuter cette mission grâce au concours de tous les acteurs. Bien sûr. C'est de là, après la direction de l'informatique, que j'ai été ensuite nommé directeur de la sonde. Directeur de la sonde en avril 2017. Donc l'objectif était le même, réformer la sonde, réformer les procédures, moderniser en un mot la direction de la sonde. Surtout, oui. Et surtout la rendre accessible à l'ensemble des usagers. Des fonctionnaires de l'État. Et d'ailleurs, c'est par rapport à ce dernier poste, donc en tant que directeur de la sonde, c'est là où vraiment encore beaucoup de fonctionnaires vous ont connu, et il faut le dire aussi, ont apprécié le travail que vous avez eu à faire. Vous avez aussi eu comme vous avez dit, à moderniser un peu le système. Aujourd'hui, est-ce qu'on peut dire que Charles maîtrise les budgets, les finances publiques de notre pays de façon globale? Je vous remercie. Vous savez, maîtriser les finances publiques, c'est peut-être trop dur, parce que les finances publiques sont très vastes. Absolument, oui. Mais on en a quand même une pratique avérée. On en a une certaine compréhension. On en maîtrise les processus, les mécanismes, disons, de préparation, d'exécution, la philosophie qui les encadre, mais aussi les relations qu'il y a entre les finances publiques et les politiques publiques. Bien sûr. Et l'aspect également essentiel, on a suivi pendant en tout cas une dizaine d'années, disons, le processus de réforme des finances publiques. Et à ce titre, on a eu la chance d'être acteur d'exécution des réformes,
mais aussi formateur. Cependant, tout ce temps, j'étais en tout cas un des formateurs en matière de finances publiques pour beaucoup d'institutions, à l'École nationale d'administration, mais aussi un acteur de la formation continue pour beaucoup de départements ministériels. Les dernières négociations entre l'État du Sénégal et les enseignants, donc qui ont suivi, en tout cas, vous avez participé à une partie de ces négociations-là. En tout cas, beaucoup d'enseignants ont eu à témoigner de leur solidarité quand vous avez été remplacé à ce poste, par rapport en tout cas à ce travail colossal que vous avez eu à mener au niveau donc, de la direction de l'enseignement en termes de modernisation, de facilitation, en tout cas de beaucoup de choses, de beaucoup de résultats, en tout cas qu'ils mettent sous votre exercice. Et à un moment donné même, ils ont voulu vraiment vous montrer leur solidarité en disant qu'ils ne comprennent pas pourquoi donc on a enlevé Charles de ce poste-là, au vu du travail vraiment colossal et très positif qu'il a eu à accomplir à ce poste-là. Est-ce que vous pouvez revenir un peu sur cette période? Voilà, donc je voudrais d'abord préciser que le pouvoir de nomination aux emplois civils et militaires est du ressort du président de la République et qui dispose du pouvoir réglementaire. Bien sûr. À ce titre, être en poste administratif ou ne pas y être, ça entre dans l'ordre normal des choses, l'administration civile. C'est dans notre carrière, nous sommes habitués à cela. La carrière n'est pas aussi contenue en fait que les gens le pensent. Il est vrai que lorsqu'on est directeur de la solde et que dans un certain environnement et un certain contexte, vous êtes relevé, ça suscite... ah oui, beaucoup, hein. À l'époque, beaucoup. Absolument, beaucoup de questions. Et personnellement, et beaucoup de sympathie aussi, il faut le dire. Je n'ai jamais, en tout cas, eu à m'émouvoir dessus, parce que je m'attendais tout naturellement un jour à quitter le poste. Bien sûr. Maintenant, nous sommes dans un contexte démocratique où il y a la liberté d'expression, où également les acteurs avec qui vous entrez des relations de travail, des relations administratives, apprécient naturellement et essaient en tout cas d'interpréter de la manière parfois la plus large possible. Absolument. Je voudrais juste en fait témoigner de ma sympathie envers les populations qui ont manifesté beaucoup de soutien. Absolument. Beaucoup de soutien. Mais également témoigner de ma sympathie à l'ensemble des acteurs de l'État avec qui j'ai eu à collaborer de la manière la plus paisible possible, mais aussi de manière assez fructueuse. Parce que toutes ces réformes au niveau de la sonde, que ce soit la déconcentration de l'ordonnance, bien sûr, avec les services, n'est-ce pas, qui ont été sollicités au niveau régional, notamment le contrôle régional des finances, pour prendre en charge le dépôt des prestations familiales, mais aussi le tirage des bulletins à l'époque, la signature des domiciliations de salaire. Cela a été vraiment, disons, perçu comme une sorte de libération des énergies. Bien sûr. Et cela participe aussi au renforcement de la déconcentration de manière globale, mais aussi en fait au sentiment d'appartenance à un pays. Parce que le rapprochement entre services de l'État et les populations est toujours bien perçu. En tout cas, M. Ciss, nous vous félicitons au nom de ces populations, au nom de ces usagers-là, parce que quand même nous en faisons partie. Et nous sommes conscients donc de votre apport par rapport à ce service-là. Vraiment, donc, je voudrais rappeler aux téléspectateurs que nous sommes en train de discuter, j'allais dire, avec M. Charles Ciss, ancien directeur de la SOL, administrateur civil de formation, mais aussi aujourd'hui, il est le secrétaire général d'une coalition dénommée Ëllëgu Sénégal. Nous y reviendrons. M. Ciss, donc, pour revenir à la politique, tout dernièrement, donc, à l'occasion des élections municipales, vous êtes présenté à Ndayane. Certains s'attendaient à ce que vous vous présentiez à Thiès. D'abord, la première question, c'est vous y êtes allé avec votre propre liste à Ndayane, à un moment où nous savons que vous faisiez encore partie de la coalition Benno Bokk Yakaar. Pourquoi ne pas partir avec la coalition? Ensuite, pourquoi vous ne vous êtes pas présenté à Thiès et vous avez préféré vous présenter à Ndayane? Voilà, c'est une question en fait qui m'est souvent posée et je ne cesserai jamais d'y répondre. Alors, d'abord pour éclairer l'opinion,
J'ai démarré mes activités politiques dans la commune de Popenguine-Daya. Ah, ok. D'où est originaire mon père. Mon père était instituteur, diplômé de l'école normale William Ponty, oui. Enseignant de formation. Et il est décédé très tôt. Donc il est décédé en 1980 quand j'avais 3 ans. Et donc nous sommes venus ici à Thiès et c'est ma mère qui nous a élevés ici au quartier Tarikao, où j'ai grandi. Alors, vous reconnaissez que quand vous êtes dans cette position, vous êtes assez partagé. Oui, bien sûr. Mais les premières sollicitations politiques sont en fait venues de Popenguine. Et c'est là-bas où le mouvement Solidarité Citoyenne est né. Par la suite, a été étendu à Thiès, avec une section qui était très dynamique, qui avait beaucoup de visibilité. Surtout que cette section avait participé à l'élection présidentielle de 2019 en soutenant le candidat de la coalition Benno Bokk Yakaar. C'est ça. Et ça a été l'occasion vraiment de s'illustrer dans la scène politique thiessoise, mais aussi en fait d'apporter une certaine approche de la politique, portée sur le développement, mais aussi sur l'identification des résultats permettant d'impacter positivement la vie des populations. À la fin de l'élection présidentielle, nous avions convenu avec les leaders de mettre en place un projet en fait de développement global de Thiès. Ok. Parce que c'est important de le dire, nous ne faisons pas de la politique pour participer d'une élection à l'autre, ou bien pour gérer des bastions électoraux. La politique, au vrai sens du terme, et par rapport à sa noblesse, est un espace de charité, est un espace où on doit permettre à la population de s'épanouir. D'où le nom solidarité citoyenne. Par la mise en place, n'est-ce pas, disons, de mécanismes, mais également de structures aptes à remplir cette fonction. Bien sûr. Et j'avais constaté qu'à Thiès, malheureusement, ce projet n'était pas viable. Ce projet ne suscitait pas l'adhésion des acteurs. Et pourquoi, selon vous? Bon, vous savez, la politique est un état d'esprit. Moi, j'ai toujours préféré être constant dans mon approche politique. C'est le développement. Quand je vois dans un espace politique qu'il y a une prédominance d'une certaine pratique politique, disons que les acteurs peuvent être qualifiés de politique politicienne, je préfère en fait m'éloigner pour m'insérer dans un cadre qui nous permet de pratiquer la politique au vrai sens du terme. Autrement dit, d'aider les populations. Et je constate que ici à Thiès, où j'ai grandi, ça fait quand même un bon moment qu'on n'a pas senti un vrai projet de développement économique pour cette je pense que les gens sont dans la politique politicienne encore à Thiès. Vous savez, il y a de fortes préoccupations des populations. Déjà, lorsque vous analysez le secteur économique thiessois, aujourd'hui, vous avez la prédominance des services. Bien sûr. Ce sont les ventes, les échanges économiques. Mais lorsque vous analysez l'environnement industriel, il est en déliquescence. Vous avez des fermetures des usines depuis bon nombre d'années maintenant. Chemin de fer, NSTS, Sigelec récemment. Vous avez également, en fait, le vecteur économique thiessois, je dirais national. Absolument, le chemin. Avec les transports ferroviaires qui ne marchent plus. Absolument. Et cela, à mon avis, devrait être inséré dans un projet global de développement économique de Thiès. Bien sûr. Permettant d'absorber vraiment cette majorité écrasante de jeunes qui arrivent à un âge de travailler et qui n'ont pas de débouchés, mais qui n'ont pas également les habiletés de base pour leur permettre la formation. Absolument. Et je pense qu'aujourd'hui, tout responsable politique thiessois devrait avoir une forte préoccupation pour l'avenir de cette jeunesse thiessoise. Devrait également avoir, disons, un projet inclusif, global, permettant de prendre en charge les préoccupations environnementales aujourd'hui qui
qui commence à créer des difficultés. Tu sais, on a des désalinisation dans certaines zones. Nous avons également des zones inondables, des problèmes d'assainissement. Beaucoup de problèmes. Avec l'accroissement démographique également, il y a une forte demande en urbanisation. Et tout ceci n'est pas inséré dans un cadre de planification cohérent, dans un projet global. Et c'est pourquoi, après avoir discuté avec nombre d'acteurs politiques ce soir, j'ai compris que on n'avait pas peut-être le même état d'esprit. D'autant plus que de l'autre côté, il y avait une demande quand même des jeunes de Baba-Guindayan de venir mettre en place un projet de développement économique pour cette commune. J'ai préféré un projet novateur, un projet qui nous permettrait de faire sortir des difficultés une commune plutôt que de participer d'élection en élection vraiment à des joutes électorales qui ne vous permettent pas d'atteindre des résultats positifs pour la population. Ok, c'est compris. C'est pour ça que vous avez préféré aller vous présenter à Andaya. Très bien. Mais aujourd'hui, donc, on a dépassé ces élections, municipales. Aujourd'hui, donc, on vient de vivre donc les élections, législatives. On voudrait, vous, en tant que technocrate, en tant que politique aussi, quel regard portez-vous sur les résultats que ces élections législatives-là ont donné de façon globale? Voilà, je voudrais d'abord saluer le déroulement de ces élections, qui étaient globalement paisibles et démocratiques. Durant ces élections, nous avons senti un caractère apaisé, mais nous avons également senti une maturité de l'état d'esprit des populations. D'abord marqué par un certain rééquilibrage des forces politiques, aussi bien de l'opposition que du pouvoir, mais également marqué par un taux d'abstention assez élevé. Très élevé. Et qui doit susciter des interrogations. Bien sûr, bien sûr. Pourquoi cette abstention élevée? Il est vrai que les élections législatives au Sénégal n'ont jamais eu un taux de participation élevé, mais cette fois je pense que le taux est quand même inquiétant. Et cela nécessite pour nous autres acteurs politiques de poser la question, qu'est-ce qui fait que les acteurs, les populations ne s'intéressent plus à la politique? Je pense que, humblement, si je peux le dire ainsi, c'est de par peut-être les pratiques politiciennes notées, de par également l'absence de vision, en tout cas de certains acteurs politiques, également les méthodes qui sont utilisées, des méthodes parfois qui sont assez vieilles, qui ne sont pas nobles et qui ne permettent pas aux populations de se retrouver dans ces pratiques. C'est pourquoi pour faire passer une population actuellement, la politique c'est difficile. Il y a également le niveau en tout cas de composition qu'on note avec un langage politique assez violent. Oui, ça parfois qui répugne les populations et qui ne les attire pas, à la limite même qui les crispe. Et je pense qu'il est important de décrisper cette situation. Nous avons des échanges assez tendus, des échanges menaçants, qui parfois rejaillissent même sur la nation sénégalaise, sur le ciment de la nation. Or, la Constitution du Sénégal insiste beaucoup sur la consolidation, disons, de la nation sénégalaise. Insiste beaucoup sur les efforts à faire de manière contenue pour avoir une certaine unité nationale. Et je pense que les acteurs politiques que nous sommes avons aujourd'hui le devoir de participer à la consolidation. La responsabilité même, je l'ai dit. Mais nous n'avons pas le droit, pour des raisons politiques, pour des raisons peut-être qui peuvent être justifiées parfois par un attrait de l'électorat, d'utiliser des méthodes ou un langage vraiment qui ont un impact sur le ciment national. Très bien. Maintenant, je voudrais juste, si on parle chiffres, aujourd'hui, donc, on a Benno Bokk Yakaar qui sort avec 80 députés, l'opposition, l'ensemble des dépositions avec 83 députés, si je ne m'abuse. Aujourd'hui, donc, est-ce que vous pensez que, disons, cette recomposition de l'Assemblée nationale pourrait donner des chances, en tout cas, à ce que cette Assemblée oriente, en tout cas, la politique de l'État, en tout cas, les citoyens sénégalais, vers justement ce que vous appelez un projet économique, un projet politique pour l'ensemble du pays? Est-ce que vous avez espoir? Oui, il y a déjà en fait eu un projet économique qui est là, le plan Sénégal émergent, qui a fait l'objet d'exécution, en tout cas par la coalition pouvoir depuis 2012,
il y a eu des résultats probants, il y a eu également des difficultés, des échecs. Et je pense que tout cela, certainement, fera l'objet peut-être d'une analyse par l'Assemblée nationale. Mais ce qu'il faudrait dire d'abord, c'est que l'Assemblée nationale, en fait, sa vocation, c'est surtout d'évaluer les politiques publiques. Au-delà des autorisations de dépenses et de recettes, c'est là une vocation importante. Absolument, oui. L'évaluation des résultats des politiques publiques. Absolument. Pour le compte des populations. Et il faudrait déjà que cette Assemblée nationale vraiment retrouve cette vocation de noblesse. Parce que être au service des populations, c'est leur donner la bonne information. Absolument. C'est leur permettre aussi d'apprécier les résultats qui ont été obtenus à la suite, disons, de les autorisations de crédit, notamment la mise en place des budgets, l'élaboration, le vote et son exécution, mais surtout aussi l'impact positif que la mise en place de toute cette structure a pu permettre de générer parmi eux. Absolument. Donc je pense que c'est un rôle qui est fondamental et qui devrait être adossé aussi à une initiative citoyenne, digitale, de permettre entre l'Assemblée et le peuple de pouvoir apprécier la qualité des résultats, non pas en termes de données, mais également en termes de vécu. Absolument. C'est une politique publique, lorsqu'on l'exécute, il y a, c'est vrai, des données, faire des enquêtes, analyser, recueillir des avis, compter. Mais il est important que le citoyen puisse le ressentir. Absolument, c'est important, c'est fondamental. Je rappelle, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, que vous suivez votre émission L'invité de la rédaction. Et aujourd'hui, nous avons le privilège de recevoir M. Charles Ciss, qui est là avec nous. Donc, c'est un grand honneur qu'il nous fait aujourd'hui. Voilà, M. Ciss. On va voir un événement récent qui s'est produit. Il y a moins d'une semaine, vous avez, disons, démissionné de la coalition Benno Bokk Yakaar pour en cas être à la tête d'une autre coalition dénommée Ëllëgu Sénégal. D'abord, les raisons de cette démission-là, et ensuite pourquoi Ëllëgu Sénégal? Et qui compose cette coalition? Voilà, je voudrais remercier également pour cette question, elle est pertinente. La démission, lorsqu'elle arrive souvent, elle peut être interprétée de diverses manières. Bien sûr. Mais je dois reconnaître que cette démission est simplement mue par la volonté, en fait, exprimée par un certain nombre d'acteurs d'avoir un projet global, inclusif. Absolument. Nous permettant, disons, d'améliorer les conditions de vie des populations. Et cela, je pense que tout Sénégalais y a droit. Bien sûr. Et ce projet ne pouvait pas, disons, prospérer dans Benno Bokk Yakaar. D'autant plus que, à un certain moment donné, nous avons senti, au sein de la coalition, des difficultés vraiment à procéder au partage de nos idées, mais des difficultés également, n'est-ce pas, liées surtout à l'exercice de la mission qui était en fait la nôtre au sein de cette coalition. Donc nous avons, avec d'autres acteurs, des organisations citoyennes et politiques existants, des usagers, mais également des populations, monté un projet global permettant de faire une nouvelle offre aux Sénégalais pour en fait l'élection présidentielle de 2024. Donc vous êtes clair, vous êtes candidat pour les élections de 2024 présidentielles, bien sûr. Oui, je suis candidat. Oui. Tout Sénégalais, en tout cas, qui a rempli les critères, peut être candidat. Bien sûr. Et je pense que cela permet non seulement d'avoir plusieurs offres alternatives et de permettre aux populations également de décider, d'analyser. Bien sûr. Nous ne nous faisons pas, en fait, disons, on ne fait pas ce projet juste pour positionner par rapport à une coalition. Non, c'est un projet bien mûri avec des populations autour et des acteurs autour qui visent sur un horizon, en tout cas à moyen et long terme, d'améliorer les conditions de vie de nos populations du point de vue éducatif, environnemental, culturel, tous les secteurs permettant à l'individu de s'épanouir. Et ce projet également va être présenté le moment venu à l'ensemble des populations sénégalaises. Absolument. Peut-être une dernière ou une avant-dernière question.
Aujourd'hui, donc, vous connaissez, vous êtes très familier avec ce qu'on pourrait appeler, disons, les finances publiques de notre pays. Aujourd'hui, est-ce que vous êtes par rapport à encore toutes ces nouvelles recherches, encore, on parle du pétrole, on parle du gaz, est-ce que donc, qu'est-ce que cela vous fait, vous qui avez un peu, disons, géré, qu'est-ce que ça fait sur ces richesses qui vont s'ajouter au Sénégal? Est-ce que ça ne va pas encore, qu'est-ce que ça peut arriver, qu'est-ce que ça peut, disons, entraîner comme conséquence pour notre pays, bien sûr, s'il y a une bonne gestion? Bon, je pense que ça ne peut entraîner que des conséquences heureuses, parce que la découverte du pétrole, des gaz et autres ressources minières vraiment présage et préfigure vraiment de lendemain meilleur au Sénégal. Et le mode de répartition, l'exploitation, tout ce qui a été mis en place, permettra, si bien entendu tout est bien respecté, les processus bien exécutés, mais de générer des retombées positives pour les populations, aussi bien en termes d'emploi, en termes également d'amélioration des conditions de vie, mais également ça accroît tout naturellement les richesses de l'État. Bien sûr. Et sans ces milliers, en tout cas, de structures, d'entreprises nationales qui vont certainement graviter autour, en tout cas, de ce secteur et qui vont permettre également de participer à la résorption, disons, du taux de chômage au Sénégal. Absolument. Le plus important, par contre, c'est qu'il y ait la paix. Oui. Vous savez, les ressources naturelles sont importantes, mais il y a une ressource beaucoup plus importante, c'est la paix. Et tout ceci ne peut être vraiment judicieusement exploité que s'il y a la paix. Et c'est pourquoi nous insistons beaucoup sur la paix, sur l'intégration des composantes nationales, notamment tout ce qui est relatif, en tout cas, à la consolidation des relations entre, disons, les populations, quelle que soit leur origine, quel que soit également, en fait, leur lieu de domiciliation, et quelles que soient leurs pratiques traditionnelles, religieuses. C'est très important. C'est très important. Et donc, nous, acteurs politiques, dans notre projet Ëllëgu Sénégal, qui vise, en fait, l'épanouissement des générations actuelles et futures, et à venir, nous insistons sur la restauration et la consolidation de cette ressource fondamentale qu'est la paix. Ce que j'allais vous demander par rapport à Ëllëgu Sénégal, je sais que donc vous avez un idéal pour lequel en tout cas vous êtes entré dans la politique jusqu'à présent et qui a abouti aujourd'hui donc à la formation, donc à la mise en place de Ëllëgu Sénégal. Comment comptez-vous partager donc cet idéal avec les Sénégalais? Comment, je veux dire, comptez-vous massifier en tout cas votre coalition au niveau national? Et parce que puisque vous l'avez dit tout à l'heure, la politique elle est très difficile au Sénégal. Mais vous nous considérez que nous n'allons pas quand même dévoiler ici? Oui, bien sûr. Je comprendrai bien, mais peut-être que... Nous allons en tout cas réserver cette question, si vous la permettez. Oui, bien sûr, je la permets. Aux populations et à nos acteurs, à nos militants. Bien sûr, je la permets. Donc, peut-être que, dernière question, M. Ciss, président, donc, je le rappelle, de la coalition Ëllëgu Sénégal. Aujourd'hui, donc, vous avez dit que vous allez aller vers les élections présidentielles. Ces élections-là, c'est pour 2 ans. Est-ce que vous pensez que ce temps est assez suffisant pour encore vous préparer pour ces élections-là? Bon, je pense que le plus important, c'est le partage du projet, en tout cas, par rapport aux populations. Le partage du projet, l'acceptation du projet, et surtout le fait de susciter une large adhésion des populations à ce projet. Le temps, que ce soit long ou bien que ce soit court, et c'est vrai, c'est un facteur qu'il faut prendre en compte. Mais il y a toujours, en tout cas, des moyens adaptés qui permettent de faire adhérer les populations, disons, à un projet national. Et nous n'allons pas nous gêner d'utiliser de manière positive ces outils nous permettant, disons, de faire partager notre projet. Absolument. J'ai remarqué, tout au long donc, de l'interview, j'ai remarqué un mot qui revenait souvent, c'est le mot résultat. Quand je dis gestion axée sur les résultats, ça vous dit quoi? Oui, gestion axée sur les résultats, je pense que c'est une méthode qui est connue de nombre d'acteurs publics et privés. C'est une technique de gestion publique
à l'origine privée, et qui permet d'adosser en tout cas des objectifs de développement aux résultats atteints en passant par les moyens déployés. Et on insiste sur les résultats atteints parce que la finalité de toute politique publique, c'est l'amélioration vraiment des conditions de vie des populations. Et l'identification d'objectifs en matière d'éducation, je donne le cas par exemple du taux brut de scolarisation, en matière environnementale, l'amélioration du cadre de vie, en matière également de santé, n'est-ce pas, permet, disons, d'avoir une trajectoire claire dans la conduite de toute politique publique. Permet également d'avoir des outils de gestion adaptés aux besoins des populations. C'est comme si vous vous sentiez à l'aise dans cette méthode-là. Oui, en fait, j'ai eu la chance d'être initié à cette méthode depuis 2006 à travers l'ACDI, l'Agence canadienne de développement international à l'époque. Et depuis lors, vraiment, je l'ai utilisé dans tous les services où je suis passé, y compris à la solde. Et c'est une méthode efficace. Bien entendu qu'il faut, disons, adapter à notre environnement local, adapter également à notre société, n'est-ce pas? Mais c'est une méthode, lorsqu'elle est judicieusement établie, mise en place, elle permet de générer des résultats absolument comme ça. Et les usagers peuvent sentir vraiment dans les meilleurs délais l'impact de cette méthode. C'est ce que nous avons eu à utiliser la solde avec toutes ces procédures de digitalisation, notamment marquées par la mise en place d'un logiciel e-solde, logiciel qui a pu permettre de digitaliser les bulletins de salaire. Des outils également de notification, d'information, comme, et de prise en charge des réclamations, comme SAFI, scène réclamation, où on traite les réclamations. Mais également, en fait, un centre d'appel permettant de recevoir des appels de sollicitation de toute la population. Enseignante, la population qui est dans le secteur de la santé, toutes les catégories de travailleurs, où qu'ils puissent se situer au Sénégal et même à l'étranger, pouvaient et peuvent toujours, à travers ces outils, vraiment joindre les services de la solde, appréhender les difficultés, poser des questions et être satisfait en ligne ou bien, en tout cas, différer de satisfaction si cela nécessite peut-être des éléments d'information plus profonds. Absolument. Monsieur Ciss, donc nous sommes au terme donc, de l'émission, c'est passé très vite. Peut-être un dernier mot envers les populations. Voilà, je voudrais lancer un appel, toujours dans le sens de la paix. Et que la politique telle qu'elle est aujourd'hui exécutée au Sénégal, nous sentons et nous voyons tous qu'il y a beaucoup de violence, de dérives verbales. Je pense qu'il est important à un moment donné d'y mettre fin. Vraiment de proposer aux populations ils ont des solutions adaptées. La prise en charge de leurs préoccupations. Bien sûr. Plutôt en fait que d'envenimer inutilement un climat qui ne peut être que préjudiciable, disons, à la santé mentale des populations. Mais également au devoir d'espérance qu'un politique doit inculquer à une population. Parce qu'une population doit avoir espoir. Une population, il faut toujours lui permettre d'envisager l'avenir avec sérénité. S'il n'y a pas un message de paix et des solutions probantes, la population peut être pessimiste. Et si elle est pessimiste, cela réjaillit sur le bonheur national. Absolument. Et cela, malheureusement, peut ne pas susciter l'adhésion à une certaine vision politique. Bien sûr. Monsieur Charles Ciss, merci. C'est moi qui vous remercie. Donc, vous l'avez compris, donc, on est au thème de l'émission. Nous avons été très heureux en cas de recevoir Monsieur Charles Ciss dans cette émission, donc l'invité de la rédaction. Vous avez entendu en cas tous les arguments qu'il a eu à développer avec vous, qu'il a eu à partager avec vous par rapport à cette nouvelle, en cas, disons, coalition politique dénommée Le Goût Sénégal. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Merci beaucoup. Allez, au revoir.